suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Sur la côte est de la Suède, la ville d'Uppsala est célèbre pour son université, la plus ancienne de Scandinavie, et pour l'un de ses plus fameux professeurs, Carl von Linné. Ce botaniste suédois du XVIIIe siècle a dédié sa vie à l'observation des espèces animales et végétales. Au centre-ville d'Uppsala, Linné crée un magnifique jardin riche d'une collection de 1600 espèces de plantes, devenu aujourd'hui un musée botanique. Grâce à Linné, Uppsala devient une référence mondiale dans le domaine des sciences botaniques. Pour moi, Linné, c'est ce visage de jeune homme. On le retrouve là où il vécut et où il continue de vivre, derrière chaque plante, chaque arbre que je connais ou que je découvre. Carl von Linné est né en Suède en 1707. Très jeune, il collectionne des plantes et passe des journées entières à contempler l'infiniment petit. Nous sommes en plein siècle des Lumières. À l'instar d'un Diderot qui classe les mots dans sa grande encyclopédie, Linné, jeune médecin et botaniste de 24 ans, se lance dans le projet de sa vie, répertorier, nommer et classer toutes les espèces végétales. Leur nombre augmente sans cesse, notamment avec les plantes rapportées des grandes explorations de l'époque, menées par des hommes comme Lapérouse ou Bougainville. Face à cette profusion, comment identifier chaque plante ? Linné a une idée. Jesper Kared, botaniste et conservateur en chef du jardin de Linné. Linné marche sur les pas de nombreux botanistes. Il n'est pas le premier à décrire des plantes, mais il va faire une découverte, en tout cas il va inventer un système qui va révolutionner la botanique. Avant que Linné ne décide d'utiliser une autre façon de nommer les plantes, on se servait de longues descriptions des plantes en latin, qui formaient un seul nom. Linné a l'idée du système à deux noms, avec l'espèce, plus un adjectif qui définit l'espèce. Il avait une imagination débordante. Il donnait aux plantes le nom de certains botanistes qui les avaient découvertes. Ou alors il qualifiait les plantes d'épineuses ou de laineuses parce que ça leur ressemblait. C'est si simple que le livre qu'il publie sur cette méthode en 1753 connaît un succès instantané. Le système Linné est vite adopté. Il permet à tout le monde de parler le même langage. Et ce sont tous les êtres vivants qu'il va nommer et classifier, et pas seulement les plantes. Oui, il a d'abord utilisé ce système pour les plantes, mais ensuite il l'a utilisé pour les animaux, et il a été le premier à utiliser le terme d'Homo sapiens pour l'homme. Autrement dit, l'homme. Autrement dit, l'homme qui sait. Jesper, quel était le rôle du jardin de Linné au XVIIIe siècle et quel est-il aujourd'hui ? De nos jours, je vois ce jardin comme un moyen d'en apprendre plus sur la botanique, ou sur la science du XVIIIe, ou tout simplement sur Linné. Mais à l'époque de Linné, c'est le laboratoire le plus à la mode qui existe. C'est ici que toutes les plantes de Suède arrivent.
C'est ici que Linné les étudie. C'est aussi une salle de classe à ciel ouvert. Les étudiants en médecine viennent ici pour apprendre les vertus des plantes et écouter les histoires à propos de leur utilisation, de leurs noms, etc. Dans son jardin, Linné cherche à faire preuve de pédagogie. Il invente une nouvelle manière d'organiser sa collection de plantes botaniques en les classant selon leurs organes sexuels. Ainsi, le nombre d'étamines, l'organe mâle, détermine le rang de la plante dans le jardin. Anne-Christine Sporong est jardinière ici depuis 3 ans. Ici, nous avons une plante qui s'appelle Verbascum. Ou la molène en français. Oui. Le bouillon blanc. On peut regarder l'étiquette ici pour avoir plusieurs informations. On peut voir le nom linnéen en latin ancien, Verbascum phlomoides, avec un L le L de Linné. pour Linné, oui. Ensuite, on voit d'où elle provient, d'Europe ou d'Asie. Et ensuite, il y a ce chiffre romain. Et ça, c'est l'originalité de ces étiquettes. Oui, ça, c'est l'indice pour l'étamine. Cela nous indique combien d'étamines a cette plante. Alors, les étamines, ce sont les organes masculins. Ici, vous avez 5 étamines 1, 2, 3, 4, 5. et un pistil. Et sur C'est la partie femelle de la fleur. Et sur l'étiquette, on voit bien 5 et 1. Étamine et pistil. 5, 1. Et plus on avance dans le jardin, plus on va augmenter le nombre d'étamines. Après, on arrive à 6 étamines, 7, 8, avec leur nombre de pistils. Le plus souvent, il n'y a qu'un pistil, ou peut-être 2. Mais c'est l'étamine, la partie masculine de la plante. C'est le critère qui va vraiment déterminer la classification. Oui, si vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, vous pouvez vous promener dans ce jardin. C'est vraiment très facile. Et vous pouvez vérifier si la plante est au bon endroit. Et selon toi, Anki, pourquoi ce système est si simple? Est-ce que finalement, même un enfant pourrait le comprendre? Oui, c'est comme un jeu. Parfois, il faut regarder de très près pour les voir, mais si on sait comment la plante est faite, avec la partie mâle et la partie femelle, les étamines et le pistil, vous pouvez les compter et voir leurs différences. C'est vraiment facile à comprendre. Et surtout, ça leur permet de comprendre que la botanique, c'est surtout une question d'observation. C'est ce qu'essayait d'enseigner Linné, en tout cas. Oui, il faut observer très attentivement. Et c'était ce qu'essayait de transmettre Linné à ses étudiants, l'observation. Avec ce nouveau système de classement, le jardin dévoile les contours d'un grand livre de la botanique à ciel ouvert. Placés sous la protection de Vénus, symbole de la fertilité, les jardiniers en sont aujourd'hui les véritables conservateurs. Anki, en tant que jardinière ici, vous devez respecter méticuleusement les plans de plantation du XVIIIe siècle, ceux de Linné. Oui, nous devons les respecter. Nous ne pouvons pas déterrer une plante et la mettre à un autre endroit. Si elle n'aime pas tel endroit, nous ne pouvons pas la déplacer. Il faut qu'elle soit à cet emplacement. Nous devons respecter cet ordre.
Qu'est-ce que vous utilisez pour être sûr de bien respecter ces plans de plantation? Nous avons une liste et des cartes pour chaque plante. Nous devons vérifier si c'est la bonne, si elle a la bonne étiquette, et ça pour chaque plante du jardin. Et aujourd'hui, Anki, est-ce que le jardin correspond exactement au jardin de Linné au 18e? C'est un travail en cours. Toutes les plantes qui figurent sur la liste de Linné ne sont pas là. Et peut-être que c'est impossible de les avoir toutes. Chaque année, des plantes meurent ici parce qu'elles n'aiment pas le climat. Alors on les remplace par une autre plante de la liste. C'est un vrai défi, parce qu'il faut connaître toutes les plantes. Il y en a plus de 500 ici. Et il faut que je les connaisse toutes. Elles sont comme des individus. Et Anki, est-ce qu'on entretient le jardin de Linné de la même manière qu'un autre jardin? Dans d'autres jardins plus classiques, il s'agit davantage de l'esthétique. Il faut qu'il soit beau. Ici, il faut tout connaître, même les mauvaises herbes. On garde toujours cette voix de Linné dans la tête pour nous indiquer si ce que nous faisons est correct ou pas. On ne peut donc pas faire ici comme dans un jardin ordinaire. Ce n'est pas pareil. Il a un rôle éducatif. Et en tant que jardinière, je dois faire en sorte qu'il le garde. À la mort de Linné, en 1778, les étudiants et chercheurs d'Uppsala poursuivent ces travaux. Le petit jardin botanique au centre-ville étant trop exigu pour accueillir de nouvelles collections, il faut trouver un autre espace. Le roi de Suède offre alors aux spécialistes des sciences botaniques les jardins du château d'Uppsala. Depuis, les jardins se sont multipliés dans la ville. Le jardin initié par Linné au XVIIIe siècle se trouve à l'est de la rivière Firis. Au XIXe siècle, un deuxième jardin botanique se dote d'une immense orangerie, au pied du château. Au XXe siècle, il s'élargit plus au sud, entre l'université et le muséum d'histoire naturelle. Des serres tropicales sont construites et de nouveaux jardins à thème sont créés, tels que le jardin des milieux acides, un potager et le jardin des plantes alpines de Laponie. Ici, comme dans la plupart des jardins botaniques contemporains, les arbres et les plantes sont présentés selon leur milieu naturel. Leur mise en scène dessine des paysages. Thomas Zika est jardinier en chef du jardin botanique de l'université. Là, nous sommes dans le premier jardin botanique de l'université d'Uppsala. Ça, c'est la collection de sorbiers, où sont représentées une cinquantaine d'espèces différentes. Cette collection a débuté il y a approximativement 100 ans et on y ajoute toujours de nouvelles espèces de sorbiers. Comme celui qui est là-bas? Oui. Certains viennent de Chine et d'un peu partout dans le monde. Donc vous mélangez des sorbiers qui vivent localement en Suède et aussi des sorbiers qui viennent de partout dans le monde. C'est ça. On a des arbres qui viennent de Scandinavie,
le sorbier Ocuparia, le sorbier intermédia, une espèce très ancienne et très répandue en Scandinavie. Et on les mêle à des espèces exotiques du monde entier, d'Amérique du Nord, d'Asie ou d'autres pays. Le sorbier décline de très nombreuses variétés. Le sorbier des oiseleurs, ou Sorbus ocuparia, est l'un des plus connus avec ses grappes de fruits rouges appréciées des oiseaux, mais très toxiques pour les hommes. La spécialité de Thomas, ce sont les plantes alpines scandinaves qui poussent au nord de la Suède. Ce que l'on voit aussi dans ce jardin, Thomas, c'est que vous ne présentez pas les plantes de la même manière que dans le jardin historique de Linné. Ce ne sont pas les caractères sexuels qui déterminent la place de chacune de ces plantes. Nous essayons de répartir les plantes selon leur habitat naturel. Et si vous regardez les pierres et leur disposition, cela ressemble à la nature. Mais on voit que ce n'est pas tout à fait naturel et que cela a été fait par l'homme. C'est assez artificiel en fait. C'est très artificiel. Mais on peut y voir différentes altitudes, les différents types de substrats. Là, c'est du gravier. C'est très important de montrer l'ensemble des communautés de plantes que l'on peut trouver dans le nord du pays. C'est ce qu'on appelle des cortèges en fait. Ce sont des plantes qui poussent ensemble, les unes à côté des autres. Elles s'accompagnent. C'est donc très différent du jardin de Linné. Comment vous maintenez des plantes telles que celles-ci, qui sont des plantes qui vivent dans la montagne suédoise, dans un milieu, celui où nous sommes ici à Uppsala, qui est plutôt un milieu de plaine? C'est un défi de faire pousser ce type de plantes ici à Uppsala. C'est assez sec et nous avons seulement 500 mm de précipitations par an, ce qui est beaucoup moins que dans le nord. C'est impossible de reproduire la couverture neigeuse du nord, mais nous avons un système d'irrigation qui aide un peu. La plupart des plantes sont capables de s'adapter malgré tout. Thomas, les plantes que l'on voit ici ne sont pas des plantes exubérantes. On voit bien que ce sont des toutes petites plantes qui viennent se faufiler entre les rochers. C'est vrai. D'habitude, on trouve ces plantes dans les hautes régions alpines où il y a des vents très forts et beaucoup de neige pendant l'hiver. Même les arbres et les arbustes n'arrivent pas à survivre dans ce type d'environnement. Il fait trop froid. Les plantes qui sont ici poussent à l'horizontale. Elles poussent n'importe comment et essaient de faire de leur mieux. On a même des arbres miniatures ici. C'est vrai, surtout différentes espèces de saules, comme le Salix herbacea, le Salix reticulata. Ils sont très petits, pas plus de 3 ou 4 cm de haut. Thomas, Linné a fait un voyage en Laponie. Est-ce que ce jardin est un hommage à Linné et à son voyage au nord de la Suède? Linné est présent partout dans nos jardins. Il a effectivement voyagé en Laponie très jeune. Par exemple, le Salix reticulata est une de ses trouvailles en Laponie. Il a ensuite publié sa découverte dans son livre Flora Laponica en 1737. Donc oui, ce jardin est en partie un hommage à Linné. Nous sommes tout de même dans les jardins de Linné à Uppsala. Il est présent partout. Le jardin et sa collection de plantes botaniques sont ouverts au public. Et chaque jour, les professeurs de l'université d'Uppsala y mènent des travaux pratiques.
Les professeurs engagent les étudiants à quitter la salle de classe pour aller observer les plantes de près, comme le faisait Linné en son temps. Petra Corral est botaniste et chercheuse au département de biologie à l'université d'Uppsala. Ici, nous avons des hémérocales. Si nous voulons comprendre les fleurs, l'hémérocale est un très bon sujet. Il est très grand et donc nous n'avons pas besoin de microscope. Et très ouvert aussi. On commence par le couper. Là, nous avons 6 étamines. À vrai dire, l'une d'entre elles est cassée ici, mais on en a 6. Ce sont les parties jaune-orange. À l'intérieur, nous avons le pollen, des petits grains, et à l'intérieur des grains, nous avons le sperme. Et au milieu, ici, nous avons le pistil. À la base du pistil, nous avons l'ovaire et l'ovule qui va se transformer en graine. Je vais essayer de l'ouvrir pour qu'on voit mieux à quoi ça ressemble. Nous avons le pistil ici, qui va jusqu'à l'ovaire, et un tout petit ovule à l'intérieur. Le pollen va aller ici et relâcher les angiospermes qui vont ensuite couler à l'intérieur pour rencontrer l'ovule en bas pour se transformer en graine. C'est très difficile à voir ici parce qu'elle est très récente. Si tu veux bien me tenir ça, je vais attraper un fruit et on va essayer de le regarder de plus près. Cette enveloppe verte, c'est la même chose que ce qu'on a ici. Sauf que maintenant, elle est remplie de graines qui ont été fertilisées. Ça, c'est après la pollinisation. Oui. Et si on ouvre ici, on voit beaucoup de graines dans 3 compartiments différents. 1, 2, 3 compartiments. Et ici, on a les graines. On va regarder combien de graines il y a. Il y en a plein. Ensuite, ces graines vont tomber sur le sol et de nouvelles plantes vont pousser. Ce genre d'expérience est bien mieux en vrai que sur un écran, tu trouves pas? Bien sûr, on peut en parler autant qu'on veut, mais c'est seulement en disséquant que les étudiants comprennent véritablement ce qu'ils font. On les amène dans le laboratoire, mais je leur dis avant qu'ils entrent que s'ils ressortent et que le fruit est encore entier, c'est qu'ils n'ont pas fait du bon travail. S'il y a des morceaux de plantes partout, c'est qu'ils ont fait du bon travail. La collection de plantes botaniques compte plus de 9000 espèces à la disposition des chercheurs et des étudiants. Elle s'agrandit chaque année un peu plus. Dans les parterres d'Uppsala, de Linné à Petra, on continue, depuis 200 ans, à enrichir le livre de la botanique. Petra, cette fièvre de la découverte des plantes qui a animé le XVIIIe et le XIXe siècle, notamment à l'époque de Linné, ne s'est pas assagie. On a encore beaucoup de choses à découvrir aujourd'hui. Il y a encore tellement de choses que l'on ne sait pas à propos de la diversité sur la planète. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été découvertes. Par exemple, tout ce que nous n'avons pas compris ou trouvé sur la diversité dans les tropiques. Dans les forêts tropicales, on découvre de nouvelles espèces que nous ignorions avant. Nous allons dans différents pays, nous récoltons, et c'est en rentrant que nous comparons et que nous nous demandons « est-ce que c'est nouveau ?» Nous pouvons utiliser la morphologie ou l'ADN, et souvent avec ces 2 outils, nous pouvons déterminer si c'est quelque chose de nouveau. C'est vraiment important de suivre les traces de Linné, d'aller sur le terrain, de collectionner des plantes et de faire des recherches
pour comprendre le monde dans lequel nous vivons.